On va démarrer cette conférence avec un petit peu de retard. Je suis ravi de vous voir si nombreuses et si nombreux pour cet événement. Je vous confie que cette affluence est un petit peu inhabituelle pour une conférence d'économie, malheureusement. Bon, c'est pas étranger évidemment à l'écho médiatique et politique qu'ont reçu les travaux, et y compris les propositions de Gabriel Zucman, et qu'il a placé au cœur du débat politique des dernières semaines. À moins que vous n'ayez décidé de vous mettre en retraite spirituelle depuis 6 mois, vous n'avez pas pu, a priori, échapper au débat sur la taxe Zucman, dont il va être question ce soir. Donc c'est un événement exceptionnel, mais je voudrais, si vous le permettez, sans faire offense à votre gloire chèrement acquise, le ramener à un peu de banalité, puisque c'est finalement une conférence qui s'inscrit dans un fonctionnement normal de la faculté d'économie à Bordeaux. C'est un cycle de conférences qu'on organise en partenariat avec la librairie Mola depuis 3 ans et qui s'intitule « L'économie, c'est politique ». Et l'objectif de cette conférence, c'est d'abord de faire venir à des conférences d'économie des publics, y compris nos étudiants, qui ne viennent pas forcément spontanément assister à des conférences d'économie. C'est aussi de réconcilier les étudiants, notamment avec le livre, à travers notre partenariat avec Mola, et on s'appuie systématiquement sur une actualité éditoriale pour proposer à des invités de venir proposer leurs travaux. Et puis c'est surtout, cette conférence, l'économie c'est politique, une occasion de permettre à des chercheurs en sciences sociales de venir proposer des réflexions qui éclairent les questions politiques et sociales contemporaines. L'économie est une science sociale. Elle produit certes de la recherche académique pour les milieux académiques, mais elle ne produit pas que ça. Elle produit aussi des connaissances sur la société qui sont destinées à être partagées avec l'ensemble des acteurs de la société. Et c'est aussi de cela dont il est question ce soir. Donc en organisant cette politique et en invitant Gabriel Zucman, on ne fait que faire modestement notre boulot de faculté d'économie, c'est-à-dire inviter un chercheur et non pas un militant, et organiser une conférence et non pas un meeting. Je ne peux pas terminer ce mot d'accueil sans remercier les équipes qui ont travaillé à cette logistique un peu compliquée qui explique le retard avec lequel on va démarrer cette conférence, mais qui nous a permis finalement de proposer une place à l'ensemble des personnes qui se sont présentées à l'entrée de l'amphithéâtre. Les équipes de la librairie Mola, qui est notre partenaire systématique sur cet événement, d'abord, les équipes de l'université du service événementiel et particulièrement les équipes de la scolarité de la faculté d'économie, qui se sont mobilisées pour assurer le bon placement et l'entrée en bon ordre de l'ensemble du public à cette conférence. Et puis un petit mot de remerciement pour Eric Baird, à qui je vais passer le relais, et qui anime ce cycle de conférences avec brio depuis 3 ans et qui va continuer ce soir son travail habituel. À toi, Eric, de prendre le relais. Bien, merci beaucoup Frédéric. Alors, on accueille évidemment Gabriel Zucman. Vous avez vu que cette taxe, il n'y a quand même pas beaucoup d'économistes qui peuvent accoler leur nom en plus à quelque chose qui n'existe pas encore, mais qui a vocation à exister, et il va nous dire pourquoi. Donc, même s'il n'est pas besoin de le présenter, donc Gabriel Zucman est professeur à l'École normale supérieure et directeur de l'Observatoire européen de la fiscalité. Alors, tu as reçu une distinction prestigieuse, la médaille John Bates Clark en 2023. Et la médaille John Bates Clark, si vous ne savez pas, c'est l'équivalent du prix de la Banque de Suède en mémoire d'Alfred Nobel, qu'on appelle le prix Nobel d'économie, pour les économistes de moins de 40 ans. Alors, tu as reçu que je tiens à signaler, un autre prix tout à fait récent, c'est le prix Bernard Arnault. Alors, et je cite Bernard Arnault, tu as reçu le prix pour ta pseudo-compétence universitaire qui elle-même fait largement débat. Donc, je pense que c'est assez prestigieux, je pense que tu dois être honoré. Alors évidemment, comme toute recherche, c'est le principe de la recherche, et je dis ça à l'attention des étudiants qui sont là, et même à tout le monde, le principe de la recherche, c'est d'avoir un débat contradictoire, et c'est comme ça que la science progresse, quelle que soit la discipline. Donc c'est normal que ça fasse débat. Et Gabriel va donc, lui, nous faire montrer que sa pseudo-compétence, en fait, est un petit peu plus que ça sur cette question. Alors il se trouve, et je te laisse la parole tout de suite après, il se trouve que l'INSEE
a publié hier son portrait 2025, portrait social de la France. Et là-dedans, il y a toute une part qui est consacrée à la question des hauts revenus et des hauts patrimoines. Et justement, on voit que les écarts grandissent, que les plus riches, alors là dans l'étude, il parle beaucoup des 10% les plus riches, c'est accru et le patrimoine de ces 10% a augmenté et les inégalités se sont accrues avec les plus pauvres. Mais toi, c'est même pas des 10% les plus riches que tu parles, c'est des... J'avais noté, je vais peut-être avoir oublié un zéro, des 0,0002%, je crois, c'est à peu près comme ça, des ultra riches et des milliardaires que tu vas nous expliquer le pourquoi de ta proposition d'impôt plancher. Donc évidemment, c'est pas moi que vous êtes venu écouter, donc je vais laisser la parole à Gabriel qui pendant 30 minutes environ va présenter son ouvrage et sa proposition, et il y aura un temps de discussion ensuite avec vous et vous pourrez poser vos questions. Merci encore d'avoir accepté notre invitation et puis je te laisse la parole. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous pour votre présence, merci pour votre invitation. Je suis vraiment ravi de pouvoir avoir cet échange avec vous ce soir. Je vais vous parler d'économie, bien sûr, mais je vais vous parler aussi de justice et de démocratie. Et c'est peut-être encore plus important. Je vais vous parler, pour commencer, d'une injustice qui se loge au cœur de notre système fiscal, qui est que les très très grandes fortunes, les milliardaires, plus généralement les personnes qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine, payent beaucoup moins d'impôts, 2 fois moins, tout prélèvement obligatoire compris, que le reste de la population. Il s'agit d'une violation des principes d'égalité qui nous sont chers, qui sont fondamentaux, qui en France sont des principes constitutionnels d'égalité devant l'impôt. Principes constitutionnels, pourquoi? Parce que la Constitution de la Ve République, dans son préambule, reprend la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui dans son article 13 pose le principe d'égalité devant les charges communes. C'est-à-dire que les personnes les plus fortunées ne devraient pas pouvoir payer moins d'impôts par rapport à leur capacité, leurs revenus, que les autres catégories sociales. Or, ce que les études récentes ont démontré, c'est les études que j'essaie de résumer dans ce petit livre, « Les milliardaires ne payent pas d'impôts sur le revenu et nous allons y mettre fin ». Ce que les études ont démontré, c'est que c'est précisément la situation actuelle. Les très très riches sont nettement sous-imposés, à tel point que s'ils partaient tous s'exiler demain, s'installer aux îles Caïmans, nos milliardaires, il y en a une centaine à peu près, leur facture fiscale baisserait à peine, elle est déjà si faible. Les recettes du trésor public ne baisseraient quasiment pas, les recettes fiscales de la France, de l'ordre de 0,03% seulement. Alors comment est-ce que c'est possible? Le point de départ de tout ça, c'est d'abord qu'il y a une opacité considérable sur l'extrême richesse. On a des statistiques publiques d'excellente qualité en général en France. L'INSEE publie une comptabilité nationale détaillée, mène des enquêtes auprès des ménages, utilise des données fiscales. Très bonnes, très riches statistiques publiques. Mais avec un point aveugle qui est les milliardaires, les très riches, ne sont pas encore entrés dans le champ de la statistique publique. Il n'y a pas d'informations officielles sur leur fortune, sur leurs revenus ou sur les impôts dont ils s'acquittent. Et c'est vrai en France comme c'est vrai dans les autres pays. Et c'est à cette opacité qu'un certain nombre de chercheurs ont essayé de s'attaquer au cours des dernières années. Avec mon collègue Emmanuel Saez, on avait fait la première étude pour le cas américain en 2019. On a essayé d'estimer, sur la base des informations disponibles, très limitées, mais du mieux possible, les impôts véritablement payés par les milliardaires américains. Et ça a encouragé d'autres équipes de chercheurs, en France, l'Institut des politiques publiques, en Norvège, en Suède, au Brésil, aux Pays-Bas, en Italie, etc., à faire la même chose. Et ce qui est ressorti de toutes ces études, c'est qu'on a enfin pu commencer à dissiper cette opacité en travaillant en partenariat avec les administrations fiscales pour relier les grandes fortunes à leurs entreprises. C'est la source de leur richesse. Être très riche, être milliardaire, c'est quoi? C'est essentiellement détenir des actions dans des grandes entreprises,
C'est ça la source de la richesse. Et les revenus des milliardaires, c'est quoi? C'est les bénéfices des entreprises que ces grandes fortunes possèdent. Et donc pour mesurer le revenu des milliardaires, il faut pouvoir les relier à leurs entreprises, regarder les bénéfices réalisés par ces sociétés. Et pour appréhender leurs impôts, il faut regarder ce que ces personnes payent elles-mêmes personnellement, mais aussi ce que les entreprises s'acquittent en impôts sur les sociétés, etc. Et donc, pourquoi je parle de tout ça? Simplement parce que le constat sur lequel se fonde la proposition d'impôt plancher que je défends, c'est un constat qui est très récent. C'est des savoirs très nouveaux qui ont été établis depuis 2022, 2023, enfin vraiment au cours des quelques dernières années. Et donc, qu'est-ce qu'on a découvert? Alors, si on essaie de dresser un panorama d'ensemble de la fiscalité française, le point de départ, c'est d'abord que le français moyen est relativement lourdement imposé. Et ça correspond au choix qu'on a fait en matière de solidarité nationale, en matière de services publics, le choix d'investir collectivement dans l'éducation, dans la santé, dans les infrastructures publiques. Choix dont il faut absolument se réjouir, parce que tout démontre qu'ils ont été au cœur de la croissance de la productivité depuis un siècle. Ils ont été au cœur de la marche vers l'égalité. Il y a beaucoup plus d'égalité économique aujourd'hui qu'il y a un siècle. Qu'ils ont été au cœur des progrès de la démocratie. Mais ces choix ont aussi comme contrepartie que tout le monde, toutes les grandes catégories sociales payent beaucoup d'impôts, de prélèvements obligatoires. Donc pour le français moyen, c'est très simple. Si vous voulez calculer le taux de prélèvement obligatoire du français moyen, vous prenez l'ensemble des prélèvements obligatoires collectés par la puissance publique, tous les impôts, la TVA, l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales, et vous divisez ça par l'ensemble des revenus touchés par les Français, ce qui s'appelle le revenu national, tout le revenu touché par les Français, quelle que soit la façon dont ils le perçoivent, que ce soit sous forme de salaire, que ce soit sous forme d'intérêts, de dividendes, etc., quelles soient les structures juridiques utilisées par les personnes concernées. Et donc si vous faites ce ratio, prélèvement obligatoire divisé par revenu, vous avez 51%. C'est le taux de prélèvement du français moyen. D'accord ? Si vous faites le même calcul ensuite pour les différentes catégories sociales, les classes populaires, les classes moyennes, les classes aisées, depuis 2019, l'INSEE elle-même publie des statistiques dites de comptabilité nationale distribuée qui ventilent le revenu national à travers les différentes classes sociales et les prélèvements obligatoires. Et donc on peut calculer pour les catégories, les classes populaires, les 50% des Français aux revenus les plus faibles, le taux de prélèvement obligatoire, d'après l'INSEE, c'est à peu près 45%. Les classes populaires payent beaucoup de TVA, elles payent de la CSG, CRDS, premier euro de salaire gagné, boum, 10% prélevé à la source. Elles payent des cotisations sociales. Les classes moyennes, c'est-à-dire les 40% suivants, entre la médiane et les 10% les plus riches, d'après l'INSEE, payent environ 50% de leurs revenus en impôts. En plus de la TVA, de la CSG, etc., vient s'ajouter l'impôt sur le revenu. La taxe foncière également. Et puis pour les classes aisées, les 10% les plus riches, à l'exception des ultra-riches, c'est un peu plus de 50%. Donc voilà, il y a une petite progressivité. Le taux de prélèvement obligatoire monte très légèrement de 45, 50, 53%. Ça, c'est ce que nous dit la statistique publique. Et maintenant, ce que nous disent les études spécifiquement sur les ultra-riches, qui ne sont pas couverts par la statistique publique, c'est que ce taux vient s'effondrer à 25% pour les milliardaires. Les milliardaires, sur 1 euro de revenu, 25 centimes vont aux finances publiques, quand pour 1 euro de revenu touché par le français moyen ou par une personne en moyenne dans les classes populaires, dans les classes moyennes, dans les classes aisées, à peu près 50 centimes vont aux charges communes. Donc ça, c'est le constat récent, incontestable, qui a été établi. D'où est-ce que vient cette anomalie? Quel est le problème? Comment est-ce que c'est possible? Ça vient fondamentalement de la faillite de l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, normalement, c'est la pierre angulaire de la progressivité fiscale, de la justice fiscale. C'est l'impôt sur le revenu qui est censé venir effacer, compenser la régressivité des autres prélèvements obligatoires et en particulier des taxes sur la consommation, comme la TVA, qui absorbe une plus grosse partie du revenu pour les ménages à bas revenus, qui consomment tous leurs revenus, une grosse partie de leurs revenus, que pour les classes aisées. Donc normalement, l'impôt sur le revenu, il doit créer de la justice, de la progressivité. Et dans une certaine mesure, c'est le cas, sauf
pour les ultra-riches. Parce qu'au-delà d'un certain niveau de richesse, il est en fait assez simple de s'organiser, de structurer sa fortune de façon à ce qu'elle génère peu ou même pas de revenus taxables. Il y a quelques années, il y avait eu des révélations du média américain qui s'appelle ProPublica sur les impôts payés par les milliardaires américains. Et alors on voyait certaines années des gens comme Jeff Bezos, Elon Musk payer très peu d'impôts fédéraux sur le revenu, déclarer très peu de revenus. Il y avait même une année, Jeff Bezos avait déclaré quasiment aucun revenu. Et il avait dit « Oh, regardez, je suis tellement pauvre, je vais demander les allocations familiales. » Et il avait reçu les allocations familiales. Il n'y avait rien d'illégal là-dedans. C'est la façon dont le système fonctionne. En tant que PDG d'Amazon, il ne se versait pas de salaire. En tant qu'actionnaire qui contrôlait Amazon, il ordonnait à Amazon de ne pas distribuer de dividendes, donc il ne recevait pas de dividendes. Il ne vendait pas d'actions, donc il ne réalisait pas de plus-value. Et donc son revenu taxable était effectivement très faible. Alors même que son vrai revenu économique, sa capacité contributive, était très très élevée. Et ce que ces études ont démontré, c'est que ces exemples, ce ne sont pas des cas isolés. Ils sont représentatifs d'un phénomène plus général aux États-Unis, comme dans les autres pays, et même encore plus en France qu'aux États-Unis. Ça a été une des conclusions les plus surprenantes, en tout cas pour moi, de toutes ces études. C'est que je pensais que les milliardaires américains étaient particulièrement privilégiés. Les États-Unis d'aujourd'hui n'ont pas la réputation de faire contribuer lourdement leur grande fortune. Mais en réalité, les milliardaires français et les milliardaires européens, plus généralement, payent encore moins d'impôts que les milliardaires américains. Nos milliardaires à nous utilisent une technique pour échapper à l'impôt qui s'appelle l'utilisation de sociétés holding, des sociétés qui font écran à l'impôt et qui leur permettent de toucher leurs revenus, pour l'essentiel c'est des dividendes, sans que ces revenus soient fiscalisés. C'est comme ça que, voilà, prenez un magnat de l'industrie du luxe, qu'on ne va pas nommer, et qui peut toucher, lui et sa famille, 3 milliards d'euros de revenus chaque année, sans que ces 3 milliards de dividendes ne soient soumis à la flat tax, la célèbre flat tax, le prélèvement forfaitaire unique de 30%. Le français lambda qui toucherait des dividendes doit payer 30% sur ces dividendes. Mais pour nos milliardaires, ces dividendes sont versés à des sociétés holding. Tout ça, c'est des jeux d'écriture. Il n'y a rien de réel derrière tout ça. À des sociétés holding. Et parce qu'ils sont versés à ces holdings et non à des personnes physiques en chair et en os, ils échappent à la flat tax de 30%. Et donc l'impôt sur le revenu ne représente pour les milliardaires, d'après les chiffres de mes collègues de l'Institut des politiques publiques, que l'équivalent de à peine 2% du revenu des milliardaires. Là où pour les milliardaires américains, c'est un petit peu plus, c'est plutôt 9%, ce qui n'est quand même pas beaucoup, mais enfin c'est quand même plus que 2%. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, les Américains ont eu le débat qu'on a aujourd'hui en France, ils l'ont eu dans les années 30. En tout cas, une partie de ce débat. Dans les années 30, c'était 20 ans après la création de l'impôt fédéral sur le revenu, qui a été créé aux États-Unis en 1913, en France en 1914. Il y a eu des révélations du New York Times en 1933 sur les impôts payés par les grandes fortunes de l'époque, JP Morgan, etc. Et le New York Times révèle que JP Morgan, en 1931 et 1932, n'a pas payé d'impôt sur le revenu. Zéro. Comment est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il faisait ce que nos milliardaires aujourd'hui font, c'est-à-dire qu'il avait mis toutes ses actions dans des sociétés holding, et donc il échappait comme ça à l'impôt sur le revenu. Mais là, ça a provoqué un scandale considérable aux États-Unis. C'était pendant la présidence de Roosevelt, le New Deal, il y a eu une enquête du ministère des Finances, des auditions au Sénat, et à l'issue de tout ça, les États-Unis ont dit on ne va pas tolérer cette évasion fiscale. C'est une violation de l'esprit de l'impôt sur le revenu, ça ne devrait pas être possible, et donc on va pénaliser lourdement l'utilisation de sociétés holding. Et donc aujourd'hui, il n'est pas possible aux États-Unis d'échapper à l'impôt sur le revenu en utilisant des holdings. Il y a d'autres techniques que les milliardaires américains utilisent. Ils peuvent utiliser des trusts, ils peuvent utiliser leurs conglomérats eux-mêmes de différentes façons, que j'explique dans le livre, pour échapper à l'impôt. Mais ce n'est pas aussi facile qu'en France, et donc ils payent un tout petit peu plus qu'en France. 9% pour ce qui est juste de l'impôt sur le revenu, quand en France, c'est 2%. Donc, c'est cette faillite de l'impôt sur le revenu qui explique pourquoi, dans l'ensemble, tout prélèvement obligatoire compris, les milliardaires payent si peu. Ce qui est très important de comprendre, c'est évidemment les solutions qui peuvent être apportées à ce problème. Et c'est
la conclusion que j'ai tirée de l'analyse avec tous les chercheurs qui ont contribué à ces travaux, de l'analyse historique, de l'analyse internationale, de l'expérience en matière d'imposition des grandes fortunes, c'est que l'outil le plus puissant pour résoudre ce problème, pour venir mettre en conformité nos lois fiscales avec nos principes constitutionnels d'égalité devant l'impôt, l'outil le plus puissant, c'est le dispositif d'impôt minimum, de taux plancher d'imposition. C'est évident. Le taux minimum, c'est le dispositif qui vient s'attaquer à toutes les formes d'optimisation ou d'évasion fiscale, quelle qu'elle soit. On n'a pas besoin de cibler des dispositifs particuliers. On vient simplement dire, bon, bah, à la fin des fins, quoi que vous ayez fait, que vous ayez utilisé des holdings, des trusts, etc., peu importe, vous devez payer un minimum d'impôts. Je pense que tout le monde, ou presque en France, est d'accord avec l'idée qu'il devrait y avoir un minimum. Personne ne défend l'idée que les milliardaires devraient avoir le droit de payer 0. Il doit y avoir un minimum. Donc toute la question, c'est quel minimum? Comment est-ce qu'on le définit? Le minimum, si on dit qu'on le définit par rapport au revenu fiscal, ça ne fonctionne pas. Puisque tout le problème, c'est que ces contribuables se débrouillent pour déclarer très peu de revenus. Par exemple, si Jeff Bezos déclare 0 revenu, qu'on crée un taux minimum de 20% du revenu, ça veut dire qu'au minimum, il doit payer 0. On n'a pas beaucoup progressé. Michel Barnier, quand il était Premier ministre, avait introduit un taux minimum d'imposition de 15% du revenu fiscal. Personne n'en a jamais entendu parler. Ça n'a ému aucune grande fortune parce que, pour l'essentiel, ça ne les concerne pas. Donc, si le minimum est exprimé en fonction du revenu, on ne progresse pas. Donc, il faut exprimer le minimum en pourcent du patrimoine, qui, lui, est très difficile à manipuler. Jeff Bezos peut toujours s'arranger pour pas avoir de revenu fiscal, mais enfin, il ne va pas pouvoir cacher qu'il possède 10% d'Amazon. C'est ça, donc, la proposition d'impôt plancher. Il faut que l'extrême richesse s'accompagne de devoirs incompressibles vis-à-vis de la communauté nationale. Il n'y a pas de droit, quand on est extrêmement riche, à payer 0. Quelle que soit la nature de votre richesse, quel que soit son rendement, quelle que soit sa volatilité, si vous êtes extrêmement riche, et on peut définir de ce que ça veut dire être extrêmement riche. J'ai proposé 100 millions parce que c'est le niveau de fortune à partir duquel le système fiscal commence à devenir régressif. Mais on peut avoir un débat, on pourrait dire, bon, peut-être il faut monter le seuil à 200 millions, 500 millions, peut-être il faut l'abaisser, etc. Mais en tout cas, le principe qu'il s'agit de poser, c'est que l'extrême richesse doit s'accompagner de devoirs incompressibles. Que si vous êtes immensément fortuné, vous devez participer chaque année à la solidarité nationale. C'est le principe de l'impôt plancher. Donc il y a 3 paramètres très importants dans ce dispositif que j'aimerais expliciter rapidement. Le premier, c'est le taux d'imposition, 2% du patrimoine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on regarde les impôts dont vous êtes acquitté. Si vous avez plus de 100 millions d'euros de patrimoine, on va regarder combien vous avez payé en impôt sur le revenu, et puis en taxes équivalentes, CSG, impôt sur la fortune immobilière, etc. Si ça représente déjà l'équivalent de 2% de votre patrimoine, alors vous n'avez rien de plus à payer. Mais si c'est moins de 2%, alors vous auriez à payer la différence pour atteindre le seuil, le plancher de 2%. D'accord? Donc, première chose à comprendre, c'est que c'est un dispositif extrêmement ciblé sur les gens qui sont non seulement extrêmement riches, mais sur ceux qui, parmi les très grandes fortunes, pratiquent l'optimisation fiscale ou en tout cas payent très peu d'impôts aujourd'hui. D'accord? Les gens qui paieraient déjà beaucoup ne seraient pas concernés par définition. Deuxièmement, pourquoi 2%? C'est précisément le taux qui permettrait de s'assurer que les milliardaires paieraient autant d'impôts par rapport à leurs revenus, donc 2% c'est la fortune, et du coup ça voudrait dire que tout prélèvement obligatoire compris, y compris l'impôt sur les sociétés dont leurs entreprises s'acquittent, le taux de prélèvement obligatoire des milliardaires monterait à 50% environ, ce qui est le taux du français moyen et des autres catégories sociales. Donc avec 2%, c'est pas le grand soir fiscal, c'est pas que les riches vont payer beaucoup plus que les autres. C'est simplement qu'ils ne vont pas pouvoir payer moins. Et donc, c'est une mise en conformité de nos lois fiscales avec le principe d'égalité devant l'impôt, pris dans son acception minimaliste. Parce que c'est le Conseil constitutionnel lui-même qui l'a dit. Dans son acception minimaliste, ça veut dire que les riches ne devraient pas pouvoir payer moins. Bien sûr, on pourrait vouloir, et moi je défendrais des propositions visant à ce qu'ils payent plus, à ce que leur taux d'imposition effectif soit plus élevé que celui des autres catégories sociales. Il y a tout un débat à avoir sur le juste niveau de progressivité. C'est compliqué, jusqu'où on veut
que les riches payent plus. Les pays ont essayé toutes sortes de choses. Enfin, c'est un débat très complexe. Mais en tout cas, et il y a des points de vue divergents à avoir, parfaitement respectables. Mais en tout cas, que les milliardaires puissent payer moins, ça c'est inacceptable. Et 2% vient s'attaquer à cette anomalie. Le deuxième paramètre, c'est le seuil d'entrée dans le dispositif. Je l'ai évoqué, 100 millions. C'est parce que c'est à partir de ce seuil-là que l'impôt sur le revenu commence à s'évaporer, en quelque sorte. Le troisième paramètre qui est important, en tout cas la troisième caractéristique de ce que je propose, c'est que ce plancher d'imposition ne doit souffrir d'aucune exonération. Et c'est une grosse différence avec l'ISF et d'une façon plus générale l'imposition des grandes fortunes telle qu'elle a existé historiquement. L'ISF était, de mon point de vue, un échec économique, un échec intellectuel, un échec politique grave, puisque les milliardaires, pour l'essentiel, ne le payaient pas. Les plus grandes fortunes du pays en étaient exonérées. Pourquoi est-ce qu'elles en étaient exonérées ? Car dès sa création, en 1981, le pouvoir de l'époque, en gros, en 1981, le pouvoir socialiste dit voilà, on va taxer les grandes fortunes, très bien, c'était un programme commun, etc. Mais les milliardaires de l'époque se révoltent. Silencieusement, mais ils disent non, hors de question, on ne veut pas payer. Et ils demandent donc à en être exonérés, et pour faire passer ça, grosso modo, à l'Assemblée nationale, avec une majorité absolue pour le groupe socialiste, le pouvoir de l'époque invente la notion de bien professionnel, notion qui n'existe nulle part dans les manuels d'économie, mais qu'on a donc définie de la façon suivante. Si quelqu'un possède plus de 25% des actions d'une entreprise, alors on va appeler ça bien professionnel ou même outil de travail, et on va exclure ça, toutes ces actions, de l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes, l'ancêtre de l'ISF. Or, la fortune des milliardaires, c'est ça, c'est des grosses détentions actionnariales, c'est posséder beaucoup d'actions dans une entreprise. Et donc, dès sa création, l'ISF exonérait les plus grandes fortunes du pays, à tel point qu'en 2016, à la veille de son abolition, le taux effectif d'ISF pour les milliardaires était de 0,005%. Là, il y avait une déroute politique, à mon avis, de mon point de vue, l'échec budgétaire le plus important qu'a connu la France au cours des 40 dernières années, qu'il s'agit de ne pas reproduire, dont il faut tirer les leçons. Et la leçon principale qu'il faut tirer, d'après moi, c'est que pour que l'imposition des grandes fortunes marche, il faut qu'il n'y ait aucune exonération. Mais en particulier, pas d'exonération pour les biens professionnels ou pour les entreprises familiales, les actions des entreprises familiales ou quoi que ce soit. Créer des exonérations, plus généralement, des échappatoires, c'est lancer la machine à optimisation et c'est se condamner à l'échec. Il y a une autre limite qu'avait l'ISF, et c'est d'ailleurs un point récurrent dans tous ces débats, c'est la lutte contre l'exil fiscal. La France, comme les autres pays européens, comme la plupart des autres pays, historiquement, ne faisait rien pour essayer de limiter l'exil fiscal. Et l'exil fiscal, c'est vraiment la menace qui est agitée systématiquement dans ces débats pour dire non, on ne peut rien faire, on ne peut pas taxer les très riches, parce que si on essaye, ils vont partir en Suisse ou à Dubaï, etc. Mais ce qui est fondamental, essentiel de comprendre, c'est que l'exil fiscal, ce n'est pas une loi de la nature. D'accord ? On peut le combattre, on peut l'encourager, on peut le tolérer, l'encourager, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Tout comme on peut le combattre. Comment est-ce qu'on le combat ? Simplement en disant que, par exemple, l'impôt plancher continuerait à s'appliquer après un éventuel départ pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. On peut discuter. Les États-Unis vont plus loin que ça, parce que les États-Unis, ils disent si vous avez la nationalité américaine, alors vous devez payer des impôts aux États-Unis où que vous viviez jusqu'au restant de vos jours. Okay ? Même si vous n'avez vécu que 2 mois aux États-Unis et qu'ensuite vous partez, vous devez payer jusqu'au restant de vos jours. La France, c'est l'extrême inverse. Vous avez vécu toute votre vie en France, vous êtes devenu milliardaire, et tout d'un coup, vous choisissez de vous installer en Suisse, ou à Milan, ou à Dubaï. Alors immédiatement, on arrête de vous taxer. Mais c'est injustifiable. Si vous êtes devenu milliardaire, c'est quand même en grande partie un succès collectif. Enfin, quand même, dans un pays, la France, où on met en commun 50% de nos revenus chaque année. Vous avez donc bénéficié de l'éducation, des services de santé, vos entreprises ont bénéficié des infrastructures publiques, des tribunaux qui protègent vos propriétés, etc. Donc il n'y a juste aucun droit naturel comme ça, une fois fortune faite, grâce au travail, à la coopération de dizaines de milliers de personnes, à partir et à n'avoir plus aucun impôt à payer nulle part. Et donc on peut parfaitement poser ce principe que
la fiscalité française, pour les gens très riches, pourrait continuer à s'appliquer au moins pendant 5-10 ans après un départ. On peut imaginer des formules un peu plus compliquées, ou par exemple, si vous avez vécu 50 ans en France, la première année après votre départ, vous auriez à payer une fraction 50 sur 51e, c'est-à-dire à peu près 98% de l'impôt français. Et puis la deuxième année après le départ, une fraction 50 sur 52e, 96%. Donc l'obligation fiscale vis-à-vis de la France pourrait s'amenuiser progressivement à mesure que vos liens se distendent avec la France. Mais en tout cas que l'impôt tombe immédiatement au 1er janvier de l'année prochaine, suivant un départ à 0, ça c'est injustifiable. Et à partir du moment donc, où on pose ce principe que l'impôt va continuer à s'appliquer après un exil, bien sûr que ça c'est de nature à réduire considérablement les risques d'exil fiscal. Alors évidemment, et je vais conclure avec ça, tout le monde l'a vu, les grandes fortunes ciblées par ce dispositif se sont mobilisées très fortement en septembre, en octobre, avec toutes les armes à leur disposition, y compris les médias qu'elles possèdent. Et c'est normal, et c'est une bonne chose. C'est normal d'abord parce que, dans le fond, cette proposition d'impôt plancher consiste à essayer d'élargir un petit peu le champ de la démocratie, à faire entrer les milliardaires, comme je l'ai expliqué, dans la solidarité nationale. Et tous ces combats pour élargir le champ de la démocratie, c'est toujours des combats qui sont difficiles et qui suscitent des résistances. Au moment de la création de l'impôt sur le revenu, au début du XXe siècle, projet très modeste aussi porté par Joseph Caillaux, ministre des Finances de l'époque, impôt de 4% sur les plus hauts revenus de l'époque, ça avait suscité des controverses considérables, des attaques d'une violence inouïe. Ça avait mis 7 ans à ce que l'impôt sur le revenu soit adopté entre son dépôt à la Chambre des députés en 1907 et son adoption par le Sénat en 1914. L'histoire fiscale montre que ces sujets suscitent toujours des réactions virulentes de la part des plus grandes fortunes. Et vous savez, la fortune, la richesse, pour la plupart des gens, c'est une bonne chose, le patrimoine. Avoir un patrimoine, c'est quoi? C'est posséder un logement, c'est posséder un peu d'épargne pour sa retraite. On aimerait que le patrimoine, la richesse puisse se diffuser, aux classes populaires en particulier, qui en sont encore exclues aujourd'hui. Mais pour les très grandes fortunes, la richesse, c'est pas ça, c'est pas un bas de laine pour ces vieux jours, c'est du pouvoir. Et l'extrême richesse, c'est toujours un extrême pouvoir. C'est toujours le pouvoir d'influencer l'idéologie dominante. C'est le pouvoir d'influencer les politiques publiques. C'est le pouvoir d'influencer les marchés en rachetant des concurrents, par exemple, en cimentant ses positions de monopole. Et ce pouvoir, les grandes fortunes, elles l'utilisent, bien sûr. Mais il ne faut pas exagérer ce pouvoir. Et en particulier, il ne faut pas minimiser le pouvoir des forces démocratiques, qui finira par l'emporter, de la même façon que ces forces démocratiques l'ont emporté au début du XXe siècle, au moment de la création de l'impôt sur le revenu, et que cet impôt sur le revenu, dont on nous prédisait 1000 catastrophes, si vous lisez les débats du début du XXe siècle, c'était les mêmes arguments que ce qu'on entend aujourd'hui. Oh là là, ça va tuer l'innovation, ça va nous handicaper dans la concurrence internationale vis-à-vis de l'Allemagne, de l'Angleterre, etc. Ça va ralentir la croissance. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? C'est l'inverse qui s'est passé. La productivité a été multipliée par 10 depuis 1914. Pourquoi? Parce que l'impôt sur le revenu nous a permis de bâtir notre fiscalité moderne, qui elle-même nous a permis d'investir dans ce qui constitue le véritable moteur de la croissance économique et du progrès, qui est l'éducation pour tous, la santé pour tous, les services publics, les infrastructures, etc. Et dans le fond, ce que l'impôt plancher propose de faire, c'est simplement de venir parachever cette révolution qu'a été la création de l'impôt sur le revenu. Et j'ai aucun doute sur le fait que très vite, cette proposition sera considérée comme étant une évidence et qu'elle verra le jour. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gabriel.
Bon, petit tour d'horizon précis, complet sur cette proposition. Donc on va tout de suite passer à un temps de questions. Donc normalement, il y a des micros qui circulent. Donc n'hésitez pas à lever la main. Et on va alterner, évidemment, un homme, une femme, ou une femme, un homme, peu importe. Bonsoir, merci beaucoup pour cet exposé. J'avais une question peut-être un peu technique, et du coup je ne sais pas si c'est le bon moment de la poser ou pas, mais lorsque vous faites le calcul du taux de taxation effectif des classes populaires, notamment, est-ce que ça prend en compte les transferts sociaux à destination des classes populaires et la redistribution en nature via les services publics ? Parce que j'ai l'impression, et peut-être que je me trompe, qu'en les prenant en compte, on n'atteint pas 50% de niveau de taxation, ou même 40%. Alors, c'est une très bonne question, je vais y répondre tout de suite. Donc c'est la question de comment calculer le taux de prélèvement obligatoire des différentes catégories sociales. Donc c'est quoi le taux de prélèvement obligatoire ? C'est un ratio où au numérateur, vous avez les prélèvements obligatoires, et au dénominateur, vous avez le revenu. Et donc, évidemment, il y a différentes façons de faire selon ce qu'on met derrière la notion de prélèvement obligatoire et ce qu'on met derrière la notion de revenu. Les chiffres que j'ai rappelés suivent les définitions les plus standards et les plus universelles de ces concepts. Les prélèvements obligatoires, c'est tout ce que la puissance publique vous prend en impôts et cotisations sociales, que vous le vouliez ou pas. TVA, impôt sur le revenu, taxes foncières, cotisations sociales, etc. Bon, définition standard universelle. Le revenu, il y a plein de façons de mesurer le revenu. Dans les chiffres que j'ai cités, c'est le revenu avant impôt, mais après prestations sociales. Par exemple, quelqu'un qui toucherait des allocations familiales ou un revenu de solidarité active, ça fait partie de leur revenu, au dénominateur du ratio. D'accord ? Donc ça, tous ces chiffres-là, n'importe qui peut les calculer soi-même à partir de la comptabilité nationale distribuée de l'INSEE, par vingtile, c'est-à-dire par groupe de 5% de la population. Prenez prélèvement obligatoire au numérateur, et puis au dénominateur, revenu national, avant impôt, mais après prestations sociales monétaires. Donc ça, c'est le calcul le plus standard. Et donc, les chiffres sont ceux que j'ai dit. Maintenant, on peut faire d'autres calculs. Donc, par exemple, on peut dire, parlons d'autre chose que les prélèvements obligatoires. Parlons aussi de la dépense publique. Avant d'aller jusque-là, on pourrait dire, après tout, il y a certaines formes de dépenses, certaines formes de dépenses publiques qui sont des transferts des prestations sociales en nature, des prestations sociales monétaires, qu'on pourrait vouloir assimiler à un impôt négatif. Par exemple, si vous recevez une prime d'activité ou des allocations familiales, on pourrait dire, comptons cela, non pas comme un transfert, mais comptons cela comme un impôt négatif. Imaginons que ça vient réduire vos prélèvements obligatoires. On peut pourquoi pas, on peut changer la définition des prélèvements obligatoires et venir soustraire des prélèvements obligatoires les transferts monétaires reçus. Dans ce cas-là, comment est-ce que ça change le tableau d'ensemble ? Dans ce cas-là, le taux de prélèvement obligatoire net de transfert du français moyen baisse de 51% à 46%, parce que ces transferts monétaires, ils représentent de l'ordre de 5% du revenu national. Et pour les classes populaires, le taux de prélèvement obligatoire net des transferts monétaires baisse de 45% à 30% environ. Pour les 50% des Français les plus pauvres, la définition que j'ai utilisée des classes populaires, les prélèvements obligatoires dont ils s'acquittent, net des transferts monétaires, que ce soit prime d'activité, que ce soit revenu de solidarité active, que ce soit allocation familiale, etc., est de l'ordre de 30%, ce qui est nettement supérieur, ce qui reste supérieur au taux effectif d'imposition des milliardaires, qui, comme je l'ai rappelé, était 25%. D'ailleurs, j'ai oublié de mentionner que les milliardaires, c'est pas vraiment 25% qui payent en réalité. C'est plutôt de l'ordre de, en tout cas pour ce qui paye à la France, c'est plutôt de l'ordre de 13%. Parce que si on essaie de décomposer ce 25%, vous avez 2% de taxes personnelles sur les revenus, sur la fortune immobilière. Vous avez en plus de ça 11 points qui correspondent à l'impôt sur les bénéfices des entreprises acquittés par les sociétés qu'ils possèdent, LVMH, L'Oréal, etc., à la puissance publique française. Donc les milliardaires payent 13% de leurs revenus en impôts, tout prélèvement compris, en France. Et en plus de ça,
leurs entreprises payent de l'impôt sur les sociétés à l'étranger, parce que c'est des grands groupes multinationaux, et donc ils payent de l'impôt sur les sociétés aux États-Unis, en Chine, dans d'autres pays européens. Ça rajoute 12 points. C'est comme ça que si on calcule leur taux mondial, c'est 25%. Mais quelle que soit la façon dont on regarde les choses, ça reste inférieur à ce que payent les autres catégories sociales, même ce que payent les classes populaires nettes des prestations sociales, monétaires reçues par les classes populaires. Et maintenant, si on regarde un autre objet, si au lieu de soustraire juste les prestations sociales monétaires des prélèvements obligatoires, si on essaye de soustraire toute la dépense publique perçue par les différentes catégories sociales, qui bénéficient aux différentes catégories sociales. C'est-à-dire si on essaye de regarder non pas la progressivité des prélèvements obligatoires, mais l'effet redistributif ou non de l'ensemble de l'intervention de la puissance publique dans l'économie, c'est-à-dire prélèvements obligatoires plus dépenses publiques. Et si on regarde l'ensemble des dépenses publiques, c'est-à-dire non seulement les transferts monétaires, mais aussi les services d'éducation, de santé, de police, de défense, et qu'on essaye d'individualiser toute cette dépense-là. Calcul très intéressant, auquel j'ai contribué à développer la méthodologie sous-jacente dans le cas américain, et qui, dans ce cas-là, évidemment, débouche sur un tableau assez nettement différent, puisque la dépense publique, à l'inverse des prélèvements obligatoires, elle est nettement progressive. C'est-à-dire que la dépense publique, grosso modo, si on essaie de la schématiser, elle est à peu près équivalente à une somme forfaitaire par tête. Là où les prélèvements obligatoires, grosso modo, sont proportionnels aux revenus, sauf pour les milliardaires où le taux baisse. Mais vous voyez que la combinaison de prélèvements obligatoires qui sont proportionnels aux revenus, avec une dépense publique très égalitaire, qui ressemble plus à une somme forfaitaire par tête, toute forme de dépenses comprise, fait que la combinaison des deux réduit les inégalités. La combinaison des impôts et des dépenses est fortement progressive, est fortement redistributive. Et c'est une très bonne chose dont il faut absolument se féliciter. Et c'est bien pour ça que la question de l'impôt qui permet cette dépense très progressive, très redistributive, est aussi importante de mon point de vue. Mais quelle que soit la façon dont on regarde les choses, même si on soustrait toute la dépense publique des prélèvements obligatoires acquittés, il reste dans tous les cas le problème que j'ai décrit, qui est que les milliardaires, même net des dépenses publiques dont ils bénéficient, sont nettement favorisés par rapport aux catégories sociales qui sont situées en dessous d'eux. Par exemple, prenez les cadres supérieurs, mettons les 10% les plus riches, à l'exception des milliardaires. Même net des dépenses publiques dont ils bénéficient, ils vont avoir des taux de prélèvement supérieurs à ceux des milliardaires, ce qui constitue à nouveau, quelle que soit la façon dont on regarde les choses, une rupture nette du principe d'égalité devant les charges communes. Bonjour. Alors moi j'ai une question qui est peut-être moins sur l'aspect technique de la proposition, mais à la fin vous établissez un peu la vision optimiste de la mise en place de cette proposition, que je partage aussi, mais j'ai du mal à comprendre. En France, tant que le pouvoir, qu'il soit médiatique ou politique, il sera en fait dans les mains de ces milliardaires, comment cette proposition, elle peut voir le jour? Parce que le blocage, il sera toujours le même au final. Donc j'ai un peu de mal à voir, comme ça sur le long terme, comment c'est possible. Merci. Fondamentalement, c'est parce que il ne faut pas sous-estimer, j'ai insisté là-dessus, le pouvoir des forces démocratiques, et il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des idées également. Or là, il faut bien se rendre compte que derrière tout ça, c'est des études très récentes, je l'ai rappelé, c'est une proposition elle-même, simplissime, mais également assez récente, puisqu'en fait tout ce travail part d'un travail que j'ai réalisé l'année dernière avec mes collègues de l'Observatoire européen de la fiscalité, dans le cadre du G20, où le gouvernement brésilien, qui avait la présidence du G20, voulait mettre à l'ordre du jour du G20 des nouvelles formes, des nouvelles propositions de coopération fiscale internationale. Et donc on leur avait dit, en fait, de la même façon qu'on a un impôt minimum sur les entreprises multinationales, 130 pays se sont mis d'accord sur ce principe-là en 2021. Ça venait du G20 à la base, grand succès de la coopération économique internationale. On devrait faire la même chose pour les milliardaires. Et donc c'est une idée nouvelle, c'est une proposition récente. Et donc il faut laisser un petit peu de temps pour que tout le monde comprenne, d'abord, le problème. Et c'est pour ça que je donne ces conférences ces jours-ci, et que j'ai écrit ce petit livre très simple, pédagogique, pour que tout le monde comprenne le problème, tout le monde comprenne la solution. Et évidemment, vous avez tout un tas de gens
sur les plateaux télé ou dans les radios, qui, comment le dire simplement, sont payés pour ne pas comprendre. Et sont payés pour créer de l'opacité, de la confusion, faire naître des craintes. Mais le problème, c'est que ça ne va pas tenir extrêmement longtemps. Parce que le constat, il est très simple, il est implacable. La solution, on n'est pas sur de la physique quantique, si vous voulez. Il faut qu'il y ait un minimum, un plancher, incompressible, 2% de la fortune. Je pense que les oppositions ne vont pas pouvoir durer extrêmement longtemps. Ceci dit, c'est toujours difficile de prévoir combien de temps ça va durer, précisément. C'est-à-dire, est-ce que c'est une question de semaines? Est-ce que c'est une question de mois? Est-ce que c'est une question d'années? Comme je l'ai rappelé dans le cas de l'impôt sur le revenu, ça a mis 7 ans. Là, je ne pense pas qu'on puisse se permettre d'attendre 7 ans. Compte tenu de l'urgence, d'abord, de la situation budgétaire très dégradée, 5,4% de déficit public, 5,4% du PIB, un niveau de dette publique 116% du PIB, qui est le plus élevé qu'on ait connu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avant ça la fin de la Première Guerre mondiale, avant ça la Révolution française de 1789. Donc situation très détériorée de finances publiques. Dans tous les cas, ça s'est fini par une mise à contribution très lourde, beaucoup plus que 2% des grandes fortunes de l'époque. D'autre part, la situation politique, de blocage politique, et la situation géopolitique actuelle, on ne peut pas se permettre d'attendre 7 ans. Je pense que ça mettra moins de 7 ans, mais difficile de prédire combien de temps ça va mettre. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que ça va revenir à l'Assemblée rapidement, dès 2026. Parce que le problème, la situation budgétaire l'année prochaine sera la même qu'aujourd'hui. On a besoin de recettes. Et que si ce n'est pas adopté en 2026, dans tous les cas, ce sera un enjeu majeur de l'élection présidentielle de 2027. Bonsoir, Monsieur Zucman, et merci pour cette interrogation. Il y a beaucoup de pays qui s'interrogent également sur la taxation des ultra-riches. En ce moment même, il y a l'Angleterre, entre autres, il y a certains pays européens, et il y a également les États-Unis. La Californie, dans quelque temps, 1 mois ou 2, va voter. Et vraisemblablement, cette taxation pour les ultra-riches va passer. Et je pense que quand elle sera passée dans un État, elle va faire boule de neige, justement. La question que je me posais, c'est est-ce qu'on parle de la même chose dans ces autres pays que votre façon d'aborder cette problématique sur les mêmes bases économiques? Et je me demandais aussi, compte tenu de la personnalité de M. Trump, qui est le good boy, est-ce qu'il ne sera pas en capacité de bloquer tout ça? Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, vous mentionnez ce qui constitue, à mon avis, la source d'espoir la plus prometteuse à court terme, qui est le référendum qui va avoir lieu en Californie en novembre 2026, dans pile 1 an. Premier mardi de novembre, ça va être les élections de mi-mandat aux États-Unis. Et dans le cadre de ces élections de mi-mandat, en Californie, va être soumis à référendum la proposition d'une taxe de 5% sur la fortune des milliardaires californiens. Ce n'est pas une taxe annuelle, c'est une taxe unique de 5%, qui serait payable en 5 fois. Donc c'est en gros comme payer 1% par an pendant 5 ans, mais qui serait collectée sur les milliardaires qui vivent en Californie en 2026, et même ceux qui sont déjà résidents en Californie en 2025. Ils auraient à payer 75% de cette taxe. Il est trop tard pour y échapper. Et donc cette proposition va être soumise à référendum. Les différents sondages qui ont été faits montrent qu'il y a un très fort soutien dans la population californienne. Et si c'est adopté par référendum, personne ne peut s'y opposer. Pas le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, qui s'est pour le moment déclaré contre. Pas le président des États-Unis, personne. Si les Californiens votent en novembre 2026, cet impôt verra le jour. Et il a été bien pensé. Il est impossible d'y échapper. C'est le même principe, si vous voulez, que le taux plancher de 2%, sauf qu'au lieu qu'il soit annuel, c'est payable en une fois avec un taux plus élevé. Je pense que... Pourquoi est-ce que c'est prometteur? Parce que si la Californie le fait, et je pense que ce serait dans ce cas-là le premier État à créer un impôt sur l'extrême richesse, eh bien effectivement, comme vous l'avez dit, ça ferait boule de neige. D'abord, on verrait sans doute d'autres États des États-Unis faire la même chose. New York, Washington State, Massachusetts. Le Massachusetts, récemment, a voté une surtaxe
de 4% pour les contribuables qui touchent plus de $1 million par an pour être tentés par faire un impôt sur les milliardaires, sur leur fortune. Et à partir du moment où vous avez des gros États comme ça aurait toutes les chances de faciliter à terme deux choses. D'abord, le passage d'un impôt unique à un impôt annuel, et d'autre part, l'adoption d'un impôt fédéral aux États-Unis sur les très grandes fortunes. C'est ce qui s'est passé pour l'impôt sur le revenu aux États-Unis, qui d'abord a vu le jour dans différents États, et puis finalement, il y a l'impôt fédéral qui s'est créé en 1913. Les États-Unis ont dû changer leur constitution, ça a été toute une histoire. Mais c'est le processus qui s'est passé il y a un siècle et qui a toutes les chances de se répéter si la Californie lance le mouvement. La Californie, dans les années 70, a été à l'avant-garde du mouvement anti-impôt, à l'avant-garde de la révolution réganienne, conservatrice, en votant en 1978 ce qui s'appelle Proposition 13, qui est le plafonnement de la taxe foncière, annonciateur du tournant anti-impôt qu'allait prendre Reagan au niveau fédéral au début des années 80. Là, il est possible que la Californie soit aussi annonciatrice, à l'avant-garde, mais dans le sens inverse. Et d'une façon plus générale, on est aujourd'hui, au niveau mondial, à un tournant, depuis 2024-2025. On est à un tournant qui a commencé en 2024 quand le Royaume-Uni a aboli son régime dit des non-dom, c'est-à-dire la non-taxation des grandes fortunes étrangères installées aux États-Unis. Aboli en 2024, sur proposition du gouvernement conservateur, mise en application par le gouvernement travailliste de façon accélérée. Puis, quand le Brésil a mis à l'ordre du jour du G20, ça n'avait jamais été discuté au G20 ni au G7, ça fait des dizaines d'années que ces chefs d'État et ces ministres de Finances se réunissent très régulièrement, pas une fois ils n'avaient parlé de justice fiscale, d'inégalité. Le Brésil a dit non, ça doit faire partie des sujets de discussion et de coordination et de coopération internationale. 2024. Ça a continué avec la France, février 2025, adoption par l'Assemblée nationale française de l'impôt plancher de 2% dans le cadre d'une proposition de loi portée par le groupe des écologistes. Ça a continué avec, regardez la victoire de Zoran Mamdani à New York, qui fait campagne pour taxer les riches new-yorkais. On lui rétorque que ça va provoquer de l'exil fiscal à coup d'études frelatées, invectives diverses et variées. Les milliardaires new-yorkais dépensent sans compter pour essayer d'empêcher son élection, sans succès. À l'automne, la Suisse va voter sur la création d'un impôt sur les grandes successions de 50% pour les successions de plus de 50 millions de francs suisses. Alors, je ne pense pas que ça va passer, je ne pense pas que la révolution fiscale va partir de Suisse, mais je pense que tout ça, dans son ensemble, toutes ces différentes évolutions sont révélatrices du début d'un tournant fondamental. Bonjour, je me demandais, puisque l'optimisation est permise justement par l'utilisation de sociétés holding, est-ce que l'une des solutions ne serait pas de revoir le régime des sociétés mères ? C'est une très bonne question, et effectivement, on pourrait se dire, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas comme les États-Unis, finalement, on fait dans les années 30, d'interdire cette optimisation via les holdings. Et je pense qu'il faudrait le faire, que c'est nécessaire, mais que ce n'est pas suffisant. C'est la leçon principale qu'on peut tirer du précédent américain. C'est-à-dire ça a permis, effectivement, de mettre un terme à cette forme spécifique d'optimisation fiscale, le fait que les sociétés holding agissent comme des sociétés écrans qui permettent à leurs propriétaires d'échapper à l'impôt progressif sur le revenu. Mais les grandes fortunes, vous savez, elles sont bien conseillées par des armées d'avocats fiscalistes bien payés, et il ne faut pas sous-estimer leur créativité. Alors si on leur dit demain, non, les holdings sont finis, ils vont trouver d'autres techniques. Est-ce que ça va être des trusts ? Est-ce que ça va être, par exemple, simplement de faire de l'optimisation au sein des conglomérats eux-mêmes ? Par exemple, on pourrait imaginer qu'aujourd'hui, LVMH verse des dividendes. L'Oréal verse des dividendes. Ces dividendes, quand ils sont reçus par les milliardaires, ne sont pas imposés. Mais ce qu'ils pourraient faire, ils pourraient dire, maintenant, on ferme le robinet à dividendes. C'est ce qui se passe dans les grands groupes américains. C'est ça qui permet à de nombreux milliardaires américains de ne pas payer ou presque d'impôt sur le revenu. Amazon, Meta, Alphabet, Berkshire Hathaway, la compagnie de Warren Buffett, etc. Tous ces grands groupes ne versent pas ou quasiment pas de dividendes. C'est comme ça qu'ils se sont adaptés. Ils n'ont pas besoin d'utiliser des holdings. C'est juste, ils épargnent, ils capitalisent au sein de leur entreprise elle-même. Donc c'est juste une illustration du fait que
si on veut régler le problème, il n'est pas suffisant de s'attaquer à une technique d'optimisation particulière. Il faut prendre le problème à sa racine. C'est tout l'intérêt du dispositif d'impôt plancher, et c'est la même logique qui a conduit plus de 130 pays en 2021 à se mettre d'accord sur le principe d'un taux minimum d'imposition pour les grandes entreprises multinationales. C'est le même problème. On sait les techniques qu'elles utilisent pour délocaliser leurs bénéfices aux îles Caïmans, etc. Il y a 1000 milliards d'euros de bénéfices tous les ans qui sont réalisés en France, dans les autres pays, et qui atterrissent comptablement, fiscalement, aux Bermudes ou dans d'autres paradis fiscaux. On pourrait cibler les différentes techniques, mais c'est bien plus puissant de dire non, à la fin des fins, vous allez devoir payer un minimum incompressible. En l'occurrence, pour les entreprises multinationales, 15%. Et donc aujourd'hui, il s'agit de faire la même chose pour les grandes fortunes. Oui, qui a le micro? Je ne vois pas. Non. Ouais. Après, on prendra des questions un peu plus bas aussi, parce que je vois que c'est le haut de l'amphi qui est privilégié pour l'instant. Bonsoir et merci beaucoup d'être venu à Bordeaux. C'est les hauts revenus peut-être, oui. Alors, ma question, c'est, Monsieur Piketty et vous-même avez présenté la réalité selon laquelle que le taux de rendement du capital est supérieur à la croissance sur le long terme. Et si l'on suit cette logique sur une période suffisamment grande, toutes les richesses et tous les actifs vont être aspirés en fait par les ultra-riches. Enfin, j'ai l'impression. Et du coup, je me demandais si vous ne pensez pas que ce serait plus convaincant dans votre démarche médiatique de décrire cette réalité, du coup, selon laquelle que le taux de rendement du capital, que vous décrivez, je crois, qui est à 8%, ou en tout cas que les grandes fortunes ont augmenté leur richesse de 8% par an sur les 20 dernières années, est supérieur à la croissance économique d'un pays qui, dans les pays occidentaux, sont entre 0,5 et 2% sur les 30 dernières années. Vous avez parfaitement raison que le constat de base, au-delà de l'injustice fiscale sur laquelle j'ai mis l'accent, le fait que les milliardaires ne payent pas ou presque d'impôt sur le revenu, c'est important, je pense, ce constat. Je pense que on touche aux principes de justice, aux principes constitutionnels fondamentaux du pays. Donc c'est pour ça que j'insiste dessus. Mais ce n'est pas le seul constat important. L'autre constat, l'autre point de départ, c'est l'explosion de l'extrême richesse. En France, c'est quoi les chiffres ? Si vous prenez le classement de Challenge, mais vous pouvez regarder aussi Forbes, Capital, Bloomberg, etc. Des 500 plus grandes fortunes françaises, première année du classement de Challenge en 1996, elles possédaient, ces 500 fortunes, en richesse, l'équivalent de 6% du PIB. C'est-à-dire, avec leur patrimoine, si elles le dépensaient, elles pourraient acheter 6% de la valeur de tous les biens et les services produits une année donnée en France. Aujourd'hui, c'est 42%. Si elles dépensaient leur fortune, elles pourraient acheter la moitié, presque la moitié de tout ce qui est produit. Tous les biens et les services produits une année donnée en France. Ou pour le dire autrement, leur richesse, elle a augmenté de 10% par an en moyenne sur cette période. Quand le patrimoine du Français moyen augmentait de 4% seulement par an en moyenne. C'est-à-dire que s'il y avait eu un impôt de 2% sur ces grandes fortunes, leur richesse aurait augmenté à peu près de 8% par an. C'est toujours 2 fois plus que le rythme d'augmentation du patrimoine moyen. Et donc, c'est une façon de voir à quel point la proposition que je formule est très minimaliste et, à bien des égards, est insuffisante et trop limitée, parce que c'est pas avec 2% qu'on se met dans une situation où on pourrait ne serait-ce que stabiliser les inégalités de patrimoine. C'est juste que les inégalités de patrimoine continueraient à augmenter, mais à un rythme un peu moins rapide qu'elles n'ont augmenté en réalité. Et donc, si on veut stabiliser ou réduire les inégalités de fortune, il faut aller au-delà de 2%. Il faut aller plus vers ce que pouvait proposer Bernie Sanders, par exemple, aux États-Unis en 2020. J'ai travaillé avec lui sur son programme fiscal. Il voulait créer un impôt sur les grandes fortunes qui commencerait à 1% entre 32 millions de dollars et 50 millions de dollars, puis 2% entre 50 millions et 100 millions, puis 8% pour les fortunes au-delà de 10 milliards de dollars. Bon, je pense que ce type de proposition, si on veut effectivement se placer dans une perspective de stabilisation ou de réduction des inégalités, c'est sur ce type de proposition-là qu'il faut réfléchir. Mais vous savez, c'est pas antagonique, il faut bien commencer quelque part. Aujourd'hui, les milliardaires peuvent épargner sans aucun contrôle de la puissance publique. C'est-à-dire ils peuvent épargner en totale franchise d'impôt. Pourquoi est-ce que leur patrimoine augmente de 10% par an ? Parce que tout le revenu qu'ils touchent
ils peuvent l'épargner complètement sans avoir à s'acquitter d'un impôt. Là où le Français moyen, avant de pouvoir accumuler du patrimoine, avant de pouvoir accroître sa richesse, doit payer des impôts. Et c'est de briser cette spirale-là, cet effet boule de neige qui est important. C'est de poser un principe. C'est de passer de zéro à quelque chose de positif. Mais ça, c'est forcément qu'un point de départ. Après, par définition, par construction, vous avez compris la démarche intellectuelle derrière cette proposition, que tout partait d'un travail au G20, où il s'agit de mettre sur la table quelque chose qui soit viable pour des pays qui sont dans des circonstances très variées. Donc il s'agit de poser un principe consensuel minimaliste. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller au-delà. Au contraire, il y a beaucoup de bonnes raisons de vouloir aller au-delà. Moi, si j'étais à l'Assemblée nationale et que je vais défendre des propositions en matière budgétaire, fiscale, je défendrais des choses nettement plus ambitieuses que 2%, plus des propositions qui se rapprocheraient dans l'esprit de ce que pouvait défendre Bernie Sanders. Bonsoir. C'est là. Bonsoir, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Moi, je me demandais qu'est-ce que vous avez à répondre à certains de ces contribuables concernés par votre taxe qui essaient de se défendre par le fait qu'ils n'ont pas la liquidité nécessaire, donc du fait que leur patrimoine est non liquide, et que du coup, ils seraient obligés de vendre leurs actions et donc de baisser leur patrimoine. Merci. C'est une question très importante. D'abord, dans l'immense majorité des cas, ils ont la liquidité, et ce discours est parfaitement hypocrite, puisque le rendement moyen de la fortune des ultra-riches, c'est 6% par an. C'est-à-dire les revenus sonnants et trébuchants qu'ils tirent de leur richesse, en moyenne, c'est 6%, nettement plus que 2%. Et l'immense majorité des 1800 contribuables qui seraient concernés ont un rendement nettement supérieur à 2%. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des cas rares mais réels où il peut y avoir de vrais problèmes de liquidité. Mais avant que j'en parle, juste simplement, très important de comprendre que quand les gens extrêmement riches prétendent avoir des problèmes de liquidité, c'est parce qu'ils organisent leur propre illiquidité pour échapper à l'impôt sur le revenu. Donc c'est parfaitement hypocrite. Bon, maintenant, dans les cas où il y a des vrais problèmes de liquidité, par exemple, le cas toujours évoqué, les créateurs de start-up, très fortement valorisés, de licornes très fortement valorisés, mais qui ne font pas encore de bénéfices, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, deux choses. Quand il y a des problèmes réels de liquidité. En l'occurrence, l'impôt sur les successions. On a un impôt sur le patrimoine qui s'appelle l'impôt sur les successions, qui existe depuis la Révolution française, progressif depuis 1901, taux de 45% pour les plus grandes successions en ligne directe, nettement plus que 2%, et même s'il y a des niches fiscales, des pactes d'Utreil, etc., le taux effectif pour les grandes successions, il est beaucoup plus élevé que 2%. Donc quelqu'un qui hériterait de parts dans une entreprise ou d'œuvres d'art et qui doit payer 10-20% d'impôt sur les successions, n'a pas forcément la liquidité pour payer, qu'est-ce qu'on fait ? On dit, on va étaler les paiements dans le temps. Ou alors, on permet de payer en nature, avec les mécanismes dits de dation, où si vous héritez d'œuvres d'art, vous pouvez payer impôt sur les successions avec ces œuvres d'art en nature. Et moi, j'ai simplement proposé d'élargir ces dispositifs de dation pour permettre aux personnes concernées par l'impôt plancher de 2% de payer en nature avec des actions de leur entreprise. Et ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que, ils devraient se séparer de quelques actions, donc leur part au capital de leur entreprise baisserait un petit peu. Et il n'y a rien de problématique là-dedans. D'abord, c'est ce qui se passe en permanence quand vous créez une start-up. C'est ça la vie d'un fondateur de start-up. Au début, vous avez 100% de votre entreprise, et puis après, vous faites entrer d'autres investisseurs, et donc votre part au capital diminue. Et puis si vous avez beaucoup de succès, vous êtes coté en bourse, vous diversifiez, vous baissez au capital de l'entreprise. Tout ceci est parfaitement naturel et n'a pas du tout de coût économique. Parfois, on entend le discours qu'il faudrait, au nom de l'efficacité économique, que les milliardaires possèdent comme ça toutes les actions qu'ils détiennent. Il est essentiel que la famille Arnault possède 48% de LVMH et qu'Essienne n'en possédait que 47% ou 46%, ça se ferait au détriment de la performance économique de l'entreprise, au détriment de la société dans son ensemble. Mais c'est parfaitement absurde. C'est une vision qui est proprement royaliste. C'est Franklin Roosevelt, dans les années 30, qui dénonçait le royalisme économique.
Le royalisme économique, c'est quoi? C'est précisément cette vision que c'est seuls les propriétaires actuels du capital, les créateurs d'entreprises, ou leurs héritiers sur 5 générations, eux seuls peuvent faire un usage productif du capital, doivent détenir toutes les actions. Et si jamais la puissance publique détenait quelques actions, ou les salariés détenaient un peu plus d'actions, ou d'autres investisseurs diversifiés détenaient un peu plus d'actions, ce serait une catastrophe pour l'économie. Mais ce royalisme économique, il faut le dénoncer. Il est parfaitement, c'est une vision profondément erronée, puisque ce qu'on voit, c'est que la performance des entreprises, elle ne dépend pas du fait que certains individus ou certaines familles détiennent les actions de l'entreprise en question. Pas du tout. Regardez les entreprises les plus profitables, les plus rentables, les plus performantes du monde, celles qui font le plus de bénéfices, les grandes sociétés de la tech des États-Unis, par exemple. C'est pas qu'elles ont comme ça des actionnaires qui possèdent 48% des actions ou même 20%, pas du tout. Cas extrême, on a beaucoup parlé de Mistral AI, notre entreprise d'intelligence artificielle. Prenez le concurrent américain de Mistral AI, OpenAI, qui fait de ChatGPT. Le fondateur et PDG de OpenAI, Sam Altman, possède 0 action dans OpenAI. 0. Le capital, les actions de OpenAI, elles sont possédées par les salariés de l'entreprise, par des anciens employés, par Microsoft qui a investi, qui possède à peu près un quart, par différents investisseurs. Ça n'a pas empêché apparemment Sam Altman d'innover, de faire des algorithmes, de contribuer au développement de OpenAI. Donc il faut absolument, de la même façon qu'on a abandonné le royalisme en matière politique, il faut abandonner le royalisme économique. Alors, plus bas, oui, alors s'il y a une question là, oui, allez-y. Bonsoir, merci beaucoup pour votre présentation déjà, tout d'abord. Et ensuite, j'aurais une question plutôt sur les effets macroéconomiques. Si jamais cette taxe est mise en place en France, j'aimerais bien savoir quels seraient les impacts prévisibles sur l'inflation, sur déjà la dette publique de la France et notamment sur la position extérieure nette, vu qu'en ce moment la France a une PEN qui est très négative. Et donc je me demande quels seraient les effets à long terme surtout de ces taxes. Merci beaucoup. Très, très bonne question très importante. Et l'effet macroéconomique total sur la France, j'en suis persuadé, il serait positif. L'effet sur la croissance serait positif, l'effet sur l'innovation, l'effet sur la productivité serait positif. Pourquoi ? Parce que ces 20 milliards d'euros qu'on peut récupérer sur une petite poignée d'ultra-riches sous-imposés, la puissance publique va pas brûler l'argent. Qu'est-ce qu'elle pourrait en faire ? Qu'est-ce qu'elle devrait en faire ? Elle devrait investir ses recettes fiscales dans ce qui constitue le cœur de notre prospérité commune, de notre productivité, de notre croissance future, qui est notre éducation, notre enseignement supérieur et notre recherche et nos infrastructures publiques. Là, il y a aussi une autre hypocrisie qu'il faut absolument dénoncer, qui est vraiment extrême, qui est que les mêmes personnes qui nous disent que l'impôt plancher de 2% sur les milliardaires va mettre à terre l'économie française, va faire baisser notre croissance et notre innovation, sont aussi les mêmes qui, depuis presque 15 ans, ont présidé à l'effondrement de la dépense publique dans l'université et dans l'enseignement supérieur. Entre 2012 et 2025, la dépense d'enseignement supérieur et de recherche par étudiant en France a baissé de 22%. On sous-investit dramatiquement dans notre recherche, dans notre enseignement supérieur, dans notre éducation au sens large. Regardez les enseignants. Le salaire des enseignants en début de carrière, en 1980, c'était un peu plus de 2 fois le SMIC. Aujourd'hui, c'est 1,2 fois le SMIC. On paye nos enseignants au lance-pierre. Les mêmes personnes qui nous disent depuis des années il faut développer l'économie de l'offre, les compétences, l'éducation, l'innovation pour être attractif, pour être productif, sont les mêmes qui ont présidé à ce déclin qui vient miner
nos chances de croissance future. Là, il faut faire précisément l'inverse. Il faut utiliser l'argent des ultra-riches pour venir investir, pour de vrai, dans l'éducation, dans l'enseignement, dans la recherche, dans les infrastructures. C'est ça qui va créer de la croissance économique à l'avenir. Et donc, si on fait ça, l'effet net sur la croissance, vous allez voir, c'est pas parce qu'il y a 1800 personnes qui vont voir leur fortune augmenter seulement de 8% au lieu de 10%. Oh là là, ça va les décourager, dites donc. C'est pas parce que ces 1800 personnes vont devoir payer un petit peu que la croissance va ralentir. Au contraire, si on peut mettre 20 milliards dans l'éducation, oui, la croissance future, c'est la clé de notre croissance future. Bon, alors moi, je vote pour l'augmentation du financement de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il y a une question par là. Bonsoir, oui, c'est moi. Merci pour le micro d'ailleurs. Voilà, ma question, alors ça concerne plutôt sur la gouvernance internationale. En 2021, il y a 136 pays qui ont signé un accord minimal d'imposition sur les multinationales de 15%. Et en fait, il y a eu beaucoup de critiques, dont la vôtre, comme quoi ce chiffre il était jugé beaucoup trop bas par rapport aux moyennes nationales des pays. Par exemple, en France, si je ne dis pas de bêtises, c'est 30%. Non, 25%. 25. Voilà, pardon. Excusez-moi. Et du coup, j'aimerais juste comprendre comment vous pensez que justement les organisations internationales auraient des effets incitatifs aux États qui seraient réticents à relever ce taux. Voilà, merci. Alors, très bonne question. Donc, l'accord de 2021 sur la taxation minimale à 15% des multinationales est un progrès, un petit pas dans la bonne direction, mais quand même très, très insuffisant. D'abord, parce que le taux de 15% est effectivement très faible. En France, l'impôt sur les sociétés, c'est 25%. Dans la plupart des pays, c'est supérieur à 15%. Donc, pourquoi est-ce que les grandes entreprises multinationales auraient le droit de payer beaucoup moins d'impôts que nos PME qui doivent payer 25%? Il y a quelque chose au niveau des principes qui semble indéfendable. D'autant plus que ce taux de 15% n'est pas un vrai plancher. Il y a tout un tas il a été mité au cours du temps de différentes exonérations. Et donc, on parle plutôt de taux effectifs qui seraient plutôt de l'ordre de 10%, nettement inférieur à ce que payent les entreprises, les PME, les entreprises domestiques. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Et il y a deux options, il y a deux approches possibles. Première approche, on essaie d'avoir un meilleur accord international. Ok ? Bon, le problème, c'est que la façon dont les discussions sont organisées, dans ce qui s'appelle le cadre inclusif de l'OCDE, tout ça fonctionne par consensus, donc il faut convaincre tous les pays, y compris les paradis fiscaux, y compris tous les pays qui ont un intérêt à la préservation du statu quo, de se mettre d'accord sur des taux plus élevés. On risque pas d'y arriver, c'est d'ailleurs pour ça que le taux qui a été choisi est si faible. Au début, par exemple, l'administration Biden voulait un taux de 21%, mais très vite, ils ont cédé face aux différents pays, face aux pressions, au chantage des différents paradis fiscaux. Donc là, ça, c'est la première approche possible. L'autre approche plus prometteuse est une approche unilatérale qui consiste à dire, bon, on a ce taux de 15%. Maintenant, nous, par exemple, nous, la France, on considère que le taux minimum, ça devrait être 25%. Les multinationales ne devraient pas pouvoir payer moins que nos PME. Et on va le faire tout seul, ce taux de 25%. Et comment est-ce qu'on va le mettre en œuvre ? C'est très simple. On va venir conditionner l'accès au marché français au fait de se rapprocher de la norme française, 25%. Concrètement, si une entreprise multinationale fait une grosse partie de son chiffre d'affaires en France, alors la France devrait la taxer comme si c'était une entreprise française. Si elle fait une petite partie de son chiffre d'affaires en France, alors, bon, elle pourrait éventuellement être un peu plus éloignée de la norme française. Mais plus vous avez accès au marché français, plus vous faites une part importante de vos ventes en France, plus vous devriez vous rapprocher de nos normes fiscales, mais aussi de nos normes en matière sociale, de salaire minimum par exemple, de nos normes en matière environnementale, en matière climatique. Conditionner l'accès au marché au respect des principes et des normes qui s'appliquent à nos propres producteurs. C'est la façon la plus prometteuse de procéder et ça crée un cercle vertueux parce que si un pays comme la France le fait et arrive comme ça à surtaxer un petit peu les multinationales étrangères, d'autres pays très vite vont emboîter le pas et il n'y aurait plus d'intérêt pour les multinationales étrangères à essayer de payer peu d'impôts dans les pays où elles enregistrent leurs bénéfices, où elles ont leurs sièges sociaux, parce que cette moindre imposition serait compensée par une imposition accrue en France ou dans les pays où elles réalisent leur chiffre d'affaires, où leurs clients sont situés. Donc c'est cette approche unilatérale-là d'exporter nos normes, nos principes, qui me semble la plus prometteuse.
Allez, par là, question. Bonjour. J'ai une question qui concerne du coup la redistribution de cet impôt, puisqu'on sait que la France est un pays qui perçoit déjà beaucoup d'impôts. Comment expliquez-vous qu'on ait encore besoin de toucher justement à ces impôts ? Alors, c'est une bonne question. Est-ce que ce taux de prélèvement obligatoire, 51% de revenu national, est-ce que c'est pas trop ? Et est-ce qu'il y a des raisons de vouloir aller au-delà de ça ? Donc, par exemple, on pourrait dire, on va prendre l'argent collecté avec l'impôt plancher et l'utiliser pour baisser les impôts du reste de la population. Donc, ça se fait à taux de prélèvement obligatoire constant. C'est juste les gens qui payent beaucoup pourraient payer un peu moins, les gens qui payent peu paieraient un peu plus. Donc ça, c'est une approche possible. Moi, il me semble quand même qu'il y a de bonnes raisons de vouloir, même du point de vue de la stricte efficacité économique, de se projeter dans des niveaux de prélèvement obligatoire qui pourraient être supérieurs à ceux qu'on connaît aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez les dépenses qui sont appelées à augmenter au XXIe siècle, c'est-à-dire les dépenses de santé, les dépenses d'éducation en particulier, les dépenses en matière d'infrastructures publiques, d'infrastructures énergétiques, d'infrastructures de transport, etc. C'est des domaines de l'économie où la puissance publique a tendance à être plus efficace que la dépense privée. Par exemple, le cas de la santé est particulièrement frappant. Les États-Unis ont un système de santé qui est largement privatisé, dépensent 2 fois plus que nous, 20% du PIB en santé, 10% en Europe, pour des performances de santé qui sont nettement moins bonnes, une espérance de vie qui est nettement moins bonne, etc. La dépense publique, l'assurance maladie publique, nettement plus efficace que les assurances privées. Et donc, si la santé continue et il y a de bonnes raisons avec les progrès en matière d'espérance de vie, les progrès médicaux, etc. La santé, l'éducation continuent à monter, le taux de prélèvement obligatoire pourrait avoir de bonnes raisons de monter. Donc moi, je dirais qu'il n'y a pas de raison que 51% soit le maximum du maximum. D'une façon plus générale, il y a tout un tas d'activités au XXIe siècle qui vont avoir vocation à s'exercer potentiellement non seulement dans la sphère publique, mais dans la sphère non marchande plus généralement. Et donc on peut imaginer une économie où la sphère marchande privée proprement dite soit plus petite par rapport à l'économie totale qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ah, où va l'argent qu'on va déjà ? Il va dans notre éducation, il va dans notre santé, il va dans nos dépenses de retraite, il va dans les prestations monétaires que j'ai rappelées, il va dans la défense, il va dans la police, etc., etc. Et surtout, parce que des fois, certaines personnes peuvent avoir l'impression que cet argent est mal dépensé, gaspillé, qu'il y a un problème d'efficacité de la dépense publique. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est sans doute possible d'améliorer dans certains domaines l'efficacité de la dépense publique. Alors, il y a beaucoup d'aides aux entreprises, par exemple, dont l'efficacité, le crédit d'impôt recherche n'est pas évidente. Mais il faut toujours se demander aussi quelle est l'efficacité de la dépense privée et qu'est-ce qui est le plus efficace. Donc, par exemple, j'insiste sur les dépenses de santé, c'est beaucoup 20% du PIB. Aux États-Unis, ça veut dire 1/5 de tout ce qui est produit et de tout ce qui est gagné aux États-Unis, ça va dans la santé. Là, il y a une inefficacité qui est absolument considérable. Et donc, voilà, il n'y a pas de raison, a priori, de penser que la dépense publique est moins efficace. Souvent, elle est en fait beaucoup plus efficace que la dépense privée. Une dernière question, et après, il faut qu'on conclue. Bonsoir. Ma question se porte surtout sur un argument qu'on a beaucoup entendu sur l'attractivité en général de la France, alors que ce soit autant pour les entreprises que pour des personnes privées. Ce serait quoi votre réponse générale sur la cette réponse, question ? très brièvement, c'est ce qui va faire l'attractivité de notre pays. C'est pas le fait que si vous êtes milliardaire, vous allez pouvoir payer 0. Ça concerne vraiment très peu de gens. Mais ce qui fait l'attractivité, qui a fait l'attractivité de notre pays au XXIe siècle, c'est la qualité de nos écoles, de nos universités, de nos infrastructures de transport, de nos services publics, etc., etc. Et donc, si on réfléchit en termes d'attractivité, comme ça, on voit que cette mesure va dans le bon sens. Et d'une façon générale, il y a 2 types d'attractivité. Il y a 2 types de concurrence fiscale. Et je vais conclure avec ça, mais c'est vraiment important. Il y a 2 façons dont les pays peuvent se faire concurrence. Une façon négative, qui est la concurrence fiscale, qui consiste à essayer d'attirer des usines, des sièges sociaux, des gens riches d'autres pays. C'est à somme nulle parce que du point de vue de la planète dans son ensemble, ça n'augmente pas la richesse ou le stock de capital, mais c'est en fait à somme négative parce que tout ça est un énorme moteur à inégalité. Concurrence fiscale, c'est une concurrence à somme négative et donc c'est foncièrement instable.
Mais il y a aussi des formes de concurrence internationale qui sont à somme positive. Si on se fait concurrence pour avoir les meilleures écoles, les meilleures infrastructures, la plupart de la population bénéficie de ces dépenses-là. Donc c'est plus soutenable. Et donc tout l'enjeu au XXIe siècle, ça va être de basculer des formes profondément négatives, inégalitaires de concurrence dans lesquelles on est coincé aujourd'hui, vers des formes positives de concurrence et surtout des formes de coopération internationale qui vont nous permettre d'avoir une intégration économique soutenable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Gabriel.